D'accord, merci. Bien. J'ai un petit peu réfléchi au thème de ce forum. Et je me suis dit que nous pourrions commencer par la communication. De par ma profession de formatrice dans les hôpitaux et auprès des bénévoles, j'entends toujours cette même question, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ? Et quand j'ai parlé avec les personnes qui sont autour de la table, c'est un petit peu les mêmes questions qui ont surgi. En fait, il y a des moments où l'on sait, où c'est plus facile, où l'on sent ce que l'on a à dire, et puis des moments où on est pris au dépourvu. Donc, j'ai envie de commencer avec ce thème, si vous le voulez bien, de la communication et de la communicabilité, parce que parfois, il n'est plus possible de communiquer avec la personne. Qui est-ce qui aimerait, parmi vous, commencer à parler de cela ? Nelly ? Nelly. Je me suis occupée de ma maman qui n'avait pas sa tête, donc c'était pas facile de communiquer par la parole, effectivement. Mais on est très bien arrivé, on l'a prise à domicile, elle était chez nous en famille, et on pouvait communiquer à travers la présence familiale, intergénération, puisqu'il y avait des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Donc tout ça l'entourait d'une chaleur familiale. Hein. Elle communiquait par des ressentis, pas du tout par la parole, et aussi, il y avait aussi une communication par rapport aux animaux, chats, chiens. Bien sûr, ensuite, il y avait les soins, tout ce qui était massage, toucher et soins. Et ça nous apaisait, ça l'apaisait aussi beaucoup, et ça nous apaisait aussi de savoir qu'on pouvait communiquer autrement que par la parole. Tout est possible et tout est enrichissant quoi, sur ce niveau-là. Voilà. Il faut savoir qu'elle nous, même sans la communication verbale, elle nous a apporté beaucoup, elle nous a laissé beaucoup de messages tout au long de ces 8 mois pour qu'on l'accompagnait. Et ça nous a aidés aussi jusqu'au bout pour préparer le deuil. Et je pense que sans la parole, on peut communiquer énormément et d'une façon tout à fait très élargie, très spirituelle ou autre. Voilà. Je pense que par le toucher, par la présence, par des tas de choses, on peut aider énormément. Est-ce que tu veux continuer, Jérôme ? Oui, par rapport à la communicabilité, c'est difficile. Enfin, peut-être par rapport avec Philippe, qui est donc mon frère, et qui était atteint d'une tumeur au cerveau. Et c'est vrai que c'était d'autant plus difficile pour moi de communiquer que je l'ai connu forcément autrement, avec tout ce que ça concernait, la vie, lui qui était si vivant, et aussi avec comment dire, on était très liés. Alors, il y avait vraiment une histoire entre nous depuis que je suis né, puisqu'il est plus âgé que moi. Et presque du jour au lendemain, avec la dégradation de la maladie, c'est une autre personne que j'ai vue. Et la difficulté était difficile de l'accepter déjà, de voir quelqu'un d'autre qu'on a connu autrement. Et j'avoue que je me suis senti un peu démuni. Je n'avais pas forcément les moyens, vraiment, à ce moment-là en tout cas, parce que après j'ai connu d'autres situations, mais voilà, où j'avais déjà eu un bagage avec mon papa. Et avec Philippe, c'était difficile, hein, parce que effectivement, il y a peut-être les seules choses qui vous restent, c'est le toucher, le regard, la parole encore, même si on se demande, quand on parle, est-ce qu'il comprend ce que je dis, est-ce qu'il saisit ce que je dis. Et ça, c'est très difficile. Hein. Il y avait d'abord, de ma part, une acceptation, mais qui n'a pas été forcément été immédiate, je crois. Et ça, c'est difficile. Hein. Voilà. Merci. Virginie ? En fait, on a partagé avec Jérôme un petit peu ce dont il vient de parler, c'est la même personne, j'étais sa compagne. Donc j'ai accompagné Philippe pendant 2 ans et demi et voilà ce que dit Jérôme, c'est-à-dire la difficulté de quelqu'un qui disparaît, qui est là mais qui n'est plus là. Comment on communique ? Alors il n'avait pas de douleur, il parlait, il rigolait et tout ça, mais c'était plus lui.
Et moi, il y a deux choses, c'est-à-dire un des premiers modes, je vais dire, de communication émotionnelle qui est passé, c'est la colère. Donc la colère, ça c'est vraiment, je me suis mis dans des états de colère, mais absolument à casser des assiettes, enfin voilà. Donc ça, je pense que c'était aussi un mode de communication. Malheureusement, qui me culpabilisait, je m'en voulais beaucoup, beaucoup, voilà, de communiquer comme ça avec lui. Et puis j'essayais de parler, mais en même temps, voilà, il y a toujours les non-dits, parce qu'on ne sait pas trop où on en est. On savait que c'était une maladie grave, mais jamais n'a été dit le mot que voilà, il allait mourir. Enfin voilà. Et quand Philippe est parti, il est tombé dans le coma. Et là, il y a eu un autre mode de communication, et Jérôme a été vraiment un grand maître aussi. Et je voulais en parler parce qu'on s'est retrouvés à la Timone, donc en neurologie. Voilà, enfin, donc, normalement, c'est 30 minutes de visite pour les familles. Et là, ils nous ont laissés pendant 24 heures. Donc ça veut dire qu'eux, ils savaient déjà que c'était fini. Donc on est restés là. Et on a décidé de parler avec Philippe, Jérôme et moi. Donc on lui a beaucoup parlé. Et moi, j'étais encore dans cette illusion de la vie, ou j'étais dans la vie. Voilà. Donc je lui disais, mais rappelle-toi, parle avec elle, le film de Almodovar, on peut se sortir d'un coma. Et je parlais en lui disant, tu peux t'en sortir. Voilà, toujours dans la vie, toujours dans l'espoir. Et à un moment, Jérôme a dit à Philippe, il lui a pris la main, il lui a dit, tu pars quand tu veux. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment la plus grande leçon de vie et d'amour. C'est-à-dire, je me dis que aimer, c'est vraiment, ok, tu pars quand tu veux. Voilà. Et ça, on a communiqué ça aussi à Philippe, et il est parti 1 heure après. Voilà. Et quand il est tombé dans le coma, il y avait eu, je l'ai fait dans l'intuition, mais il y avait eu vraiment cette... je l'ai massé, je lui ai dit que je l'aimais, et tout ça. Moi, je croyais qu'il avait juste une occlusion intestinale. Voilà, donc voilà, c'était un peu... J'étais dans le déni, et voilà, je voyais rien. Mais je pense que c'était important, cette communication-là. Daniel. Alors, en ce qui concerne dans mon accompagnement, c'était un peu différent. Disons que dès le début, mon épouse a su qu'elle était donc condamnée, elle avait un cancer du poumon, et on en a parlé tout de suite. On avait dans notre couple cette, on va dire, manière de communiquer vraiment dans le profond, dans la sincérité. Jamais on s'est caché dans ce qui se passait, donc il n'y a pas eu de déni. Dès le début, il y a eu une communication qui est allée dans ce sens-là. Après, il y a eu donc un moment où, de par sa pathologie, elle avait peur en fait de mourir étouffée. Bon, c'est vrai que le cancer du poumon, et je dois dire, on a été beaucoup aidés. Je voudrais la remercier. C'est une femme médecin qui a eu un rôle très important, puisqu'elle a vraiment, dès le départ, accepté de parler. Elle est passée, disons, du médecin à l'accompagnant en tant que personne humaine. Et elle nous a rassurés. Elle a rassuré beaucoup mon épouse, et moi aussi d'ailleurs, en nous expliquant que de toute façon on pouvait intervenir en accompagnement, soins palliatifs, et que cette peur dont mon épouse était, on va dire, était confrontée, pouvait être complètement défaite, pouvait être annulée, et donc il n'y avait pas de souci à se faire. Elle nous a expliqué comment fonctionnait un peu le corps humain, d'un point de vue, on va dire, anatomique, médical, mais en le mettant à notre portée. Et ça nous a permis d'avoir des réponses que souvent on n'a pas. Moi, au début, dans l'accompagnement avec ma compagne, je me posais beaucoup la question, qu'est-ce qui va se passer à la fin ? J'avais tendance à projeter avec mon mental, bien sûr, et aussi à me dire, est-ce que je vais avoir la force, l'énergie pour l'accompagner jusqu'au bout ? Et en fait, cette énergie, cette force est venue d'elle-même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un potentiel on va dire, d'énergie auprès d'elle, d'être constamment, pratiquement 24 heures sur 24, et ça pendant 6 mois, c'est quand même impressionnant, et qui m'a permis vraiment de faire cet accompagnement, ce passage. Et pour moi, c'était quelque chose qui, dans ma vie, m'a bouleversé. Bon, alors il y a deux choses, bien sûr. Ça m'a bouleversé d'un point de vue
intérieure par rapport au deuil, la perte de quelqu'un de proche, de quelqu'un qu'on aime. Mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a libéré. C'est comme si ça m'avait amené à me rencontrer à travers elle. Et donc mon épouse a passé les 5 derniers jours de sa vie à Gardanne, à la maison. Et là encore, on est tombé donc avec une équipe de gens extraordinaires qui étaient dans la communication, puisqu'il y avait cette dimension humaine très respectée entre le personnel soignant et les patients qui étaient présents dans cette structure. Et donc je me souviens, 2 jours avant son départ, mon épouse m'a dit « Écoute Daniel, il faut que tu te prépares, je vais partir. Avant la fin de la semaine, je serai parti, donc il faut que tu te prépares. » Ça a vraiment été un travail de quelque chose de très fort pour moi, où j'ai compris que je n'avais pas le droit de la retenir non plus, celle qui choisissait le moment de son départ, et que je devais accepter en fait de faire ce lâcher par rapport à elle, mais qui était plutôt un lâcher par rapport à moi, c'est-à-dire à mon émotionnel, à mon affectif, à tout ce qui s'accrochait à elle. Voilà. Il y avait aussi tous les amis qui se sont d'un seul coup découvert on va dire un rôle de bénévole, en fait, d'accompagnant, alors qu'ils n'avaient pas du tout au départ été tournés vers cela, et qui ont vraiment mis toute leur présence dans ce travail. Et puis 5 jours avant donc, son départ, elle a demandé d'aller à la maison Gardanne. Donc ce qui m'a beaucoup touché là-bas en arrivant, d'abord, c'est on va dire l'attitude d'écoute et de présence du personnel médical. À savoir là-bas que tout le monde, chacun a un rôle défini, mais que chacun peut jouer aussi un rôle qui ne lui est pas dévolu au départ. Et il faut savoir qu'ici, là-bas, le personnel partage les repas avec les patients. C'est vraiment une ambiance on va dire, de famille, enfin d'amis, c'est quelque chose de très fort. Alors je voudrais dire aussi, c'est qu'après donc, le départ de ma femme, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai vu, comme je suis resté 5 jours encore là-bas, en attendant qu'on puisse incinérer son corps, j'ai vu que le personnel tournait son attention vers moi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'accompagnement des accompagnants. Et ça, c'était quelque chose de très beau parce que dans mon deuil, je me suis senti soutenu entièrement, mais de manière aussi très discrète, en me laissant le choix, moi aussi, d'aller vers les uns, d'aller vers les autres par rapport à ma demande du moment, de l'instant présent. Il y a aussi cette magnifique anecdote, c'est concernant le docteur Jean-Michel Rioux, dont on a parlé tout à l'heure, on a évoqué le nom. Il était de service le jour où donc Lydia est partie, donc le matin, elle est rentrée dans le coma, c'est-à-dire l'agonie. Il est venu et je lui ai dit, Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe pour Lydia? Il m'a dit, Lydia est en train de nous quitter, elle est rentrée dans la phase finale. Et je lui ai dit, si je comprends bien, ce soir, elle ne sera plus là. Il m'a regardé, il m'a dit, Daniel, tu sais, je suis médecin, mais je ne peux pas répondre à ta question. Il y a tellement de choses qui nous échappent, de paramètres. Mais simplement, je peux te dire, on est là avec toi, et quoi qu'il advienne, tout se passera bien. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Virginie va vous montrer que le deuil, ce n'est pas qu'après le départ, mais il y a bien des deuils qui commencent avant. Oui, en fait, il y a le premier deuil, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est déjà le deuil de l'autre qui est vivant, mais qui n'est plus là. Donc c'est le deuil, pour ma part, c'était le deuil de mon amoureux. Donc c'était plus mon amoureux, c'était l'homme que j'aimais. Mais ce n'était plus. Donc ça a été très difficile. L'acceptation, le choix de l'accompagner, ça c'est. Je pense que ça faisait partie d'un premier deuil aussi, c'est d'accepter que c'était plus lui. Et du coup, j'ai décidé de d'accompagner cet homme. Et je me suis fait aider. J'ai fait une psychanalyse qui était déjà en cours, mais là, je pense que vraiment le fait de ne pas être dans la toute-puissance, j'étais déjà un peu dans la toute-puissance puisque j'étais seule à l'accompagner et évidemment, comme beaucoup de gens, il n'y a que moi qui comprenais et qu'il n'y avait que moi qui savais ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il y a forcément un moment où on est dans cette phase-là, quoi.
Donc il y a ce premier deuil très important. Enfin, maintenant, avec 4 ans de recul, je me rends compte à quel point c'était important. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le moment où il est parti, donc accepter de laisser partir quand il veut, par amour, voilà celui. Et puis après, il y a après. Et le après, toujours un travail thérapeutique. J'ai lu énormément de bouquins sur la mort. Mais alors, pendant 6 mois, je lisais que des bouquins sur la mort, sur les NDE, enfin voilà. Donc j'ai découvert toute une littérature et je pense que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et en fait, j'ai entendu une interview il n'y a pas longtemps de Annie Dupéré qui a écrit un très beau livre et qui a vécu en effet un rapport à la mort très très fort. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, voilà, j'ai vraiment ressenti ça. C'est-à-dire que assez vite, je pense que j'ai accepté le fait que Philippe soit parti, dans un sens où je pense que profondément, il ne voulait pas vieillir. Profondément, c'était son rapport à la vie. Donc assez vite, je pense, il est mort à 49 ans et ça, je l'accepte. Je pense que ça a été long, mais il y a un moment où j'ai fait... Voilà, ça lui appartient. C'est-à-dire, je me suis séparée de cette chose-là. Par contre, le plus dur, et c'est pas encore tout à fait fini, mais le plus dur, c'est le traumatisme. Et vraiment, quand je parle de traumatisme, c'est comme si j'avais reçu un coup. Et voilà, j'ai été traumatisée de la maladie, de la disparition de mon amoureux, traumatisée de sa mort qui a été en fait brutale. En fait, moi, je m'y attendais pas du tout. Ça a été très violent. Et je pense que ça fait aussi, et ça c'est beaucoup plus long. Et en effet, Annie Dupéré en parlait, elle parlait de ce traumatisme, et c'est beaucoup plus long. Je pense que voilà. Si j'ai d'autres choses. Puisqu'on vient de parler de livres qui ont aidé Virginie, peut-être Jérôme, tu peux dire quels livres t'ont aidé, toi? Justement, c'est au cours d'une conversation avec quelqu'un, je lui ai expliqué ma situation avec mon papa. Et donc, oui, plus bas le micro, d'accord. Et la personne me dit, mais si tu veux, je peux te conseiller un livre qui est La mort intime de Marie de Hennezel. Et donc, bien sûr, je me suis précipité chez le premier libraire que j'ai rencontré et j'ai dévoré en une seule nuit ce livre. Et du coup, ça m'a permis d'être armé. Cette fois-ci, j'étais armé pour cette dernière rencontre avec mon papa. Et donc, 3 semaines après, je devais rejoindre mon papa avec ma femme, Gaëlle, et puis mes 2 enfants. Et j'étais assez fier d'ailleurs de lui présenter une de mes petites filles qui venait de naître. Et quand je suis arrivé, d'abord, j'ai retrouvé quelqu'un qui était moins angoissé qu'il y avait que 2 mois auparavant. Donc ça m'a fait du bien de le voir aussi dans cet état. Je pense aussi qu'il a attendu notre venue, parce que ma maman, mes frères et sœurs disaient Jérôme va venir avec toute sa famille et tout ça. Et je pense qu'il a, j'en suis même sûr, qu'il a tenu jusqu'au bout pour cette dernière rencontre. Et pour moi, ça a été aussi l'occasion, parce que j'ai vu aussi le contexte familial très agité, parfois mutique même, ça dépendait des personnes. Et je me suis dit, voilà, j'ai un nouveau rendez-vous avec la mort. Cette fois-ci, je vais essayer de m'y prendre autrement. Voilà. Et j'ai profité des 3 jours qui nous restaient, puisque mon papa est originaire d'Angers et il était hospitalisé à Angers, pour pouvoir discuter avec lui. Alors, papa était atteint d'un cancer du poumon, donc ça lui était très difficile en fin de vie de pouvoir parler, parce que ça lui demandait un effort déjà respiratoire énorme. Mais en même temps, on a discuté avec très peu de mots, beaucoup de silence, mais ces silences, je les prenais plutôt comme des respirations qui permettent toujours d'asseoir les choses. Et dans ces silences, on a pu discuter calmement. D'abord, je le sentais serein. Et il y a une question justement qui avait été posée dans ce livre de Marie de Hennezel parmi des expériences, et que je lui ai posée à lui. Je lui ai dit,
est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur de partir? Il me dit non. Et je me souvenais que 2 mois auparavant, j'avais quelqu'un très angoissé. J'ai dit, tu te rends compte de ce que tu me dis là, mais c'est énorme, hein, le chemin que tu as fait en 2 mois. Tu me dis que tu n'as plus peur. Et il me dit non, je me fais plus d'illusions, je sais que je vais partir. Je dis mais je suis content, je suis content pour toi. Je dis, tu sais maintenant, il y avait beaucoup de gens, dont ma maman qui avait peut-être un rapport avec la mort qui était lié à la peur et qui s'agitait beaucoup autour de mon papa. Et je pense que ça lui a fait beaucoup, ça l'angoissait ça aussi. Et je l'ai rassuré, je lui ai dit, tu sais, nous sommes là, il y avait mes frères et sœurs, on s'occupe de maman. Mais en tout cas, sache que, comme je l'ai dit avec mon frère, tu peux partir maintenant. Si tu as envie de lâcher, tu lâches. Et tout ça, ça s'est accompagné aussi de toucher. Je l'ai beaucoup caressé. Excusez-moi. Et je sais que ça lui a fait du bien. Et comme disait Olivier tout à l'heure, j'ai été la seule personne, la dernière personne, pas la seule, mais la dernière personne avec qui il a eu un contact. Voilà. Et ça, pour moi, c'est précieux. Et dans le si peu qu'il a pu dire aussi, papa m'a dit, mais je te remercie d'être là. Merci. Je peux continuer? Et je lui dis, tu sais, c'est moi qui te remercie finalement. Parce que d'abord, je sais que tu as attendu, que tu veux qu'on vienne. Et puis, du coup, moi, ça me permet aussi d'avoir un autre rapport aussi maintenant avec la mort. Je ne sais pas si j'en ai moins peur, mais en tout cas, je suis plus tranquille. Je pourrais dire déjà grâce à Philippe, déjà avec l'expérience que j'ai vue avec Philippe, mais aussi grâce à mon papa. Et puis, avant de se quitter, je lui dis maintenant, papa, on ne se fait plus de promesses maintenant. On se quitte, je te dis au revoir, mais je ne suis pas sûr qu'on se revoit. Et le lendemain, avec ma famille, j'ai repris le train. Et c'est dans le train que j'ai appris sa mort. Voilà. Donc Valentin. L'œil et l'approche d'un bénévole est à peu près posé complémentaire dans le sens où un bénévole, lui, il vient visiter un vivant. Il vient visiter quelqu'un qui est en train de se débarrasser de toutes les contraintes de gouvernance qu'on subit tous depuis notre naissance pour apprendre à parler, à se conformer à une vie où on va tenir les gouvernes et les voiles et le reste. Et voilà quelqu'un qui est en train de voir disparaître toutes ses compétences pour se retrouver aussi nu petit à petit que l'être qui est arrivé au départ, mais avec une conscience d'être qui a vécu tout ça. Donc c'est un retour vers ce qu'on a connu, mais qu'on ne savait pas être. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et le bénévole arrive pour rencontrer l'être qui apparaît, et non pas pour faire le deuil de celui qui s'en va. Celui qui s'en va, les médecins s'en occupent, le médical le maintient au mieux, en si possible, sans trop de douleur, en hygiène, en alimentation, en hydratation, à domicile ou en hôpital. Les proches, si dans le bonheur il y a des proches, sont présents avec tout le passif, toute l'affection. Et à ce moment-là, la vocation du bénévole, c'est peut-être l'unique personne qui vient en n'ayant jamais rencontré ce malade, ne le connaissant pas et n'étant pas connu de lui. Et ce malade n'a aucune autre visite, je dirais, d'un homme de la rue ou d'une femme inconnue, parce qu'il ne voit que ou les très proches, ou le médical. Il est coupé de toute sa vie sociale. Donc le gain du bénévole, c'est une rencontre dans des profondeurs où on ne va pas dans la vie quotidienne. C'est donc, je disais tout à l'heure à une amie, c'est un terreau de soi-même pour se connaître, qui est, à ma connaissance, sans équivalent. Alors, Valentin vient de nous parler de l'accompagnement à domicile dans une famille.
Est-ce que Dominique, tu voudrais nous donner ton témoignage d'accompagnement en institution? Donc, j'interviens à l'hôpital de Banon avec des personnes âgées ou des personnes ayant une maladie au long cours. Et comme on disait tout à l'heure, ce qui est vraiment très très fort, c'est ce cheminement progressif que fait le patient. Et nous y assistons, mais je voudrais bien préciser que ce n'est pas en curieux, ce n'est pas en observateur. On y assiste en tant que bénévole, mais vraiment, on y participe. Et chaque fois que je quitte l'hôpital, j'ai le sentiment d'avoir suivi, en quelque sorte, un cours sur le sens de la vie. Et j'ai toujours l'impression que mes patients me donnent une leçon de vie, mais la vie avec un grand V, chaque fois que je reviens. Parce qu'on se trouve là dans un contexte où il n'y a que l'essentiel qui compte. Chaque instant est précieux, chaque geste est précis. Et même si la communication, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, même si la communication est difficile, surtout pour nous, bénévoles, qui ne connaissons pas bien l'antécédent de la personne, nous ne connaissons pas son histoire, quelquefois à peine sa maladie. Donc, c'est difficile de communiquer avec quelqu'un qu'on connaît très, très peu. Alors, c'est vrai que quelquefois, avant d'entrer dans une chambre, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Bon, il y a une interrogation. Et puis, il faut faire le vide. Et puis se dire qu'en tant que bénévole, on est là pour apporter une présence. Parce que je suis convaincue que dans ces moments de vie très difficiles, même si on est bien entouré par la famille, même si on a un personnel soignant parfait, la solitude, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort. Et nous, donc j'en reviens à la communication, nous, bénévoles, avons du mal à communiquer parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la personne, parce que souvent elle a du mal à s'exprimer oralement, et donc nous sommes en quelque sorte contraints au silence. Et il peut arriver qu'on soit dans une chambre simplement dans le silence, pour être présent. C'est une façon de dire à la personne, pour moi tu es importante, pour moi tu comptes, je viens te voir, même si je passe 5 minutes, ou si je passe une demi-heure sans rien dire, tu sais qu'on est là, tu sais que je suis là, tu sais que tu existes et que tu es importante. Donc pour moi, ce terme, je dirais qu'il y a 2 mots-clés dans mon intervention hospitalière. C'est la présence. Donc on est là simplement pour être présent et pour préserver ce côté précieux de la vie. Chaque moment est important, chaque homme est précieux et il faut s'aider, il faut être là. Voilà, et puis c'est mon école de vie. Merci Dominique. Je rebondis sur le fait que Dominique a dit qu'il est plus difficile pour les bénévoles de communiquer avec quelqu'un parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la personne, ils ne connaissent pas la personne. Alors je vais apporter un témoignage. C'était une des toutes premières personnes auprès desquelles j'ai été appelée il y a très longtemps. Et c'était le mari qui m'avait appelée auprès de sa dame qui venait d'avoir un AVC, donc une rupture d'anévrisme au cerveau. Elle n'avait que 53 ans. Elle était architecte, en pleine activité. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, le mari m'a dit que ça doit être l'enfer pour elle, parce qu'elle était très active, elle n'était certainement pas prête à s'arrêter comme ça. Et par ailleurs, il m'a dit, il y a une autre raison pour laquelle ça doit être l'enfer pour elle, c'est parce qu'au contraire du reste de la famille, elle n'a jamais cru en une espèce, quelle qu'elle soit,
de continuité de la vie. Elle a toujours dit, avec la mort, tout s'arrête. Et elle n'est certainement pas prête, à 53 ans, à ce que tout s'arrête. Et je suis entrée dans la chambre de cette dame avec cette information. Cette dame était complètement paralysée. Elle avait une trachéotomie pour respirer. Elle était nourrie par sonde. Elle ne pouvait plus parler. Et il n'y avait plus que les paupières qui bougeaient, comme ça arrive souvent chez les personnes qui sont paralysées. Il y avait un code. 1 battement de paupières, c'était non, et 2, c'était oui. Mais on ne pouvait pas en abuser parce que les paupières se fatiguaient aussi. Donc je me présente et je lui dis ce que je pouvais lui proposer. Je propose un accompagnement sur le plan psychologique aux personnes gravement malades. Et c'était non. Et je me suis retrouvée dépourvue parce que le mari m'avait appelée auprès de son épouse et je me demandais ce que je faisais là et elle ne pouvait pas me le dire. Alors je lui ai dit, écoutez, là vraiment je ne sais pas pourquoi je suis venue. Et je ne peux pas vous le demander. Donc, avec votre permission, je vais rester un petit peu près de vous et je vais essayer de sentir pourquoi je suis là. Donc je suis restée en silence à côté de cette personne. J'avais mon cartable. Dans mon cartable, il y avait 3 livres. J'ai toujours des livres pour le cas où j'aurais à attendre quelque part pour lire. Il se trouve que 15 jours auparavant, on m'avait offert un très beau livre de poèmes. Des poèmes à la Vierge Marie. On m'avait offert le livre pour les poèmes, non pas pour la Vierge Marie. Et donc pendant ce moment de silence où j'ai essayé de sentir, et c'est la chose sur laquelle Valentin a insisté aussi, il a dit on essaie de sentir quelle est la distance qu'on doit prendre avec la personne, ce qu'on peut faire avec elle, ce qu'on ne peut pas faire, et on a entendu ça toute la journée. Donc j'ai essayé simplement de sentir, et j'ai surtout évité toute question, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui proposer, qu'est-ce que je peux faire. Simplement dans le silence, aussi bien intérieur qu'extérieur. Pendant ce moment de silence, m'est venue en mémoire la couverture d'un de mes 3 livres, et c'était précisément celui des poèmes à la Vierge Marie. Alors a commencé un dialogue dans ma tête, parce qu'une partie de moi disait « Oui, mais tu ne peux pas lui lire des poèmes à la Vierge Marie. Le mari t'a dit, l'époux t'a dit qu'elle ne croit en rien, que pour elle, la mort s'arrête, termine la vie, donc il n'est pas question de lui lire des poèmes à la Vierge Marie. » Puis l'autre partie de moi qui dit « Oui, mais attends, tu as fait le calme à l'intérieur de toi, tu étais silencieuse, tu n'as pas cherché une réponse. Elle t'est venue spontanément, suis ton intuition. » Donc il y avait ce dialogue dans ma tête. Puis au bout du compte, j'ai choisi de suivre mon intuition. Et alors j'ai dit à la dame, j'ai pris mon livre, j'ai dit à la dame, écoutez, il est fort probable que je me trompe et je vous demande de m'en excuser à l'avance. Comme vous n'avez pas les moyens de me dire ce dont vous avez besoin, j'ai essayé de le sentir par mon intuition et je vais suivre mon intuition. J'ai ouvert le livre et je lui ai lu un poème à la Vierge Marie. Son visage s'est transformé de bonheur. J'étais surprise, bien entendu, et quand j'avais terminé de lire le poème, je lui ai dit « Est-ce que c'est cela que vous vouliez ?» Et c'était oui. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est qu'une personne peut changer à tout moment. Et même quelqu'un qui a vécu avec cette personne pendant 35 ans, 40 ans, 50 ans, ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle, dans des moments aussi tragiques où on est soudainement confronté à la mort. Et ce que je veux dire, en particulier à Dominique, mais à tout le monde aussi, c'est qu'au bout du compte, moins on en sait avec la tête, et plus on est prêt à entendre la réponse dont on a besoin. Très souvent, c'est bien utile. Après, évidemment, j'ai informé la famille pour dire que voilà, votre épouse, votre maman, en ce moment, elle a besoin de nourriture spirituelle. Toi comme une